La police. Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 1954, le territoire algérien est marqué par un certain nombre d'incidents d'une gravité inégale. Assassinats, attaques de casernes et de postes de police, sabotages. Cependant, qu'étaient répandus des tracts qui reproduisaient un manifeste signé d'une organisation alors inconnue, le FLN, Front de Libération Nationale. Il fallut quelque temps pour comprendre qu'il s'agissait du début d'une insurrection qui mettait en cause la présence française en Algérie. À cette époque, la doctrine officielle en matière de justice et de police pouvait se résumer dans la formule inlassablement répétée par les hommes au pouvoir: l'Algérie, c'est la France. Doctrine du reste moins ancienne qu'on ne pourrait le croire. C'est seulement l'ordonnance du 7 mars 1944, publiée à Alger par le Comité français de libération nationale, qui a établi en principe l'égalité de tous devant la justice pénale. Jusqu'alors, les musulmans se voyaient appliquer, pour un certain nombre de délits, une justice répressive à la fois rapide et sommaire. Alger, Oran et Constantine, chef-lieu de 3 départements français, étaient aussi le siège de tribunaux conformes à la législation française. Rien ne distinguait au point de vue juridique le procureur général de la cour d'appel d'Alger, chef des services répressifs, de son homologue de Riom ou d'Aix-en-Provence. Et dans son célèbre roman L'étranger, Albert Camus, qui était natif d'Oran, avait pu avec une certaine vraisemblance imaginer la condamnation à mort et l'exécution d'un Européen pour l'assassinat d'un musulman. Justice française donc, qui restait pourtant pour les musulmans une justice de classe, et plus encore une justice étrangère, car les principes ne sont pas tout. En fait, la grande majorité des magistrats étaient recrutés localement parmi les Français d'Algérie, tandis que les musulmans pouvaient seulement accéder aux postes peu enviables et peu influents de greffier. Le procureur général d'Alger, M. Susini, était fort justement considéré comme un des chefs du lobby algérien, qui représentait les intérêts des grands colons. Pour ce qui concerne la police, Alger était le siège d'une direction générale de la sécurité algérienne qui dépendait du ministère français de l'Intérieur. Les règles du code d'instruction criminelle, qui impliquent notamment que nul ne peut être détenu plus de 24 heures sans être présenté à un magistrat, étaient applicables à l'Algérie. On faisait déjà de ces règles un usage contestable en France. En Algérie, elles n'étaient pas appliquées du tout. Déjà, en octobre 1949, le gouverneur général, Naël Gélène, plus connu pour avoir organisé, entre parenthèses, les élections de cette époque, écrivait dans une circulaire officielle: la violence doit être prohibée de manière absolue en tant que méthode d'investigation. Je suis fermement décidé à punir avec une extrême rigueur non seulement les fonctionnaires reconnus coupables de sévices, mais aussi leurs supérieurs hiérarchiques. C'était pour le moins reconnaître l'existence d'un problème. Un jeune historien français, Robert Bonneau, rappelé en Algérie en 1956, se souvient: mon camarade J.M., martiniquais sensible, maladif et même un peu névrosé, nous expliqua un jour, dans un gourbi de Gentis, pourquoi il haïssait son père. Son père était gendarme et l'avait été longtemps en Afrique du Nord. Les premiers souvenirs de monsieur de M donc l'évoquaient torturant des hommes au fond de quelque arrière-cour chaude de gendarmerie algérienne. Le visage de son père, le malheureux garçon le voyait détaché sur un décor de lèvres tuméfiées, de nez sanglant et l'orbite violette. Sa voix, il la distinguait mal dans les hurlements des suppliciés. Malgré d'autres circulaires semblables à celles de Naël Gélène, l'écho
des plaintes restaient limitées et les services officiels s'y intéressaient fort peu. Un député, MRP, M. Fonlup Esperabert, bon connaisseur des pratiques algériennes, conseiller d'État et ancien préfet, pouvait déclarer à l'Assemblée nationale le 3 février 1955 « En 1950, j'ai les pièces dans mon dossier. Monsieur le procureur général a été saisi de 80 plaintes pour faits de torture. Je ne sache pas que ces plaintes aient eu la moindre conséquence. » Eût-il voulu agir sur la police algérienne que le gouvernement ne l'eût pu que fort difficilement, tant la structure de ladite police était archaïque. Il s'agissait en fait moins d'une police d'État que d'un réseau de police privée. Les policiers dépendaient plus des préfets et des sous-préfets que du gouverneur général, chef de l'administration, et plus des cliques locales. Tel roi du vin, tel seigneur de l'Alpha. Que des préfets et des sous-préfets. Ces cliques se disputaient certes entre elles, mais elles se retrouvaient solidement unies pour imposer la domination raciste de l'Européen sur le musulman. Le comble était que cet appareil policier fort mal organisé disposait de pouvoirs beaucoup plus amples que ceux de la police métropolitaine. L'administration pénitentiaire, par exemple, qui en France dépend du ministère de la Justice, ce qui offre une garantie théorique, dépendait en Algérie de la police. Il en résultait que les musulmans arrêtés par la police, parfois torturés, jugés par des tribunaux partiaux et imprégnés d'esprit raciste, étaient remis, après condamnation, entre les mains d'une administration qui dépendait elle-même de la police. Tout se passait en circuit fermé. Colette et Francis Janson ont bien caractérisé l'Algérie de 1954 en instituant un livre dont la première édition parut peu après le début de l'insurrection, l'Algérie hors la loi. L'Algérie était un État policier, anarchique et despotique à la fois, d'un despotisme que l'anarchie rendait parfois peu efficace. Comment l'éclatement de l'insurrection allait-il modifier cet état de choses? Quand commence la guerre d'Algérie, si certaines opérations sont immédiatement confiées aux militaires, et en particulier aux unités de parachutistes, rapatriés d'Indochine, après la paix conclue avec les Viet Minh, à Genève en juillet 1954, la répression, dans les villes comme dans le bled, a un caractère essentiellement policier. La gendarmerie prête en main forte à la police. Utilisant de vieilles listes de suspects, celle-ci procède à l'arrestation systématique des membres de l'organisation nationaliste algérienne, le Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques, MTLD, qui est en pleine crise et entièrement étranger à l'insurrection. Beaucoup de ces hommes furent torturés de la façon la plus abjecte. Contrairement à ce qui se passait d'habitude, et grâce notamment à l'action courageuse d'un avocat, M. Pierre Stibbe, ces faits furent connus rapidement en France. Dès le 15 janvier 1955, François Mauriac publiait dans l'Express, hebdomadaire dont les liens avec le président du Conseil Pierre Mendès France étaient notoires, un article qui s'intitulait déjà « La question ». On apprit ainsi que des hommes étaient conduits tous sanglants du poste de police au bureau du juge d'instruction, que les avocats ne pouvaient communiquer avec leurs clients, que les médecins légistes attestaient la parfaite santé d'un détenu dont son avocat constatait que le dos était couvert de plaies ouvertes ou à peine refermées. Joint au débat de fond sur le problème algérien, qui eut lieu du 2 au 5 février 1955, beaucoup de ces faits furent portés à la connaissance de l'Assemblée nationale, soit par des députés musulmans, choisis pourtant parfois par l'administration, soit par des parlementaires du centre, de la gauche et de l'extrême gauche. Quelle fut alors la réaction des pouvoirs publics? Le ministre de l'Intérieur, François Mitterrand, fut évasif. Tout en reconnaissant que des excès avaient été commis,
il tint à rendre hommage à la police algérienne. Pierre Mendès France fut beaucoup plus explicite. Il salua François Mauriac et parla des horribles excès qui ont parfois été commis, qu'on a exagérés par moments. J'en conviens, mais auxquels il faut mettre fin partout et rapidement. C'était la première et la dernière fois qu'un personnage officiel, dans une enceinte officielle, devait user d'un pareil langage. Le gouvernement Mendès France ne devait pas survivre longtemps. Il tombait quelques heures plus tard, à l'aube du 5 février. Concrètement, quelles mesures avaient été prises? Pierre Mendès France ne mit pas en mouvement contre les policiers tortionnaires la justice. Seule procédure efficace quand elle est possible. Il procéda par la voie administrative, annonçant son intention de transférer d'Algérie en France un certain nombre de policiers compromis et d'intégrer la police algérienne au sein de la police française, moins suspecte d'user de semblables méthodes. Il voulut enfin s'informer d'une façon claire et précise. Un inspecteur général d'administration, M. Roger Vuillaume, dont François Mitterrand devait souligner publiquement la parfaite intégrité morale, fut détaché auprès du nouveau gouverneur général, Jacques Soustelle, avec la mission de renseigner le gouverneur sur la réalité et la gravité des sévices et de proposer des méthodes pour y mettre un terme. Cette enquête, conformément à la tradition française, devait rester secrète. Le premier point de ce programme ne put être réalisé par le gouvernement Mendès France, tombé immédiatement après l'avoir formulé. Il ne fut rendu effectif que partiellement par le gouvernement Edgar Faure. Entre-temps, certains poussaient des cris d'alarme. La police française n'allait-elle pas être contaminée par les usages en vigueur en Algérie? En voulant franciser la police algérienne, ne risquait-on pas plutôt d'algérianiser la police française? La prédiction que je me souviens d'avoir entendu formuler par mon maître Henri Maroux ne se révéla que trop exacte. Nombre de policiers transférés d'Algérie en France constituèrent des groupes d'activistes qui furent aussi des groupes de tortionnaires. L'enquête menée par M. Vuillaume fut une chose infiniment plus sérieuse. Ce haut fonctionnaire remit son rapport au gouverneur général Soustelle le 2 mars 1955. Bien qu'il ait limité son enquête à la Kabylie et au Constantinois, M. Vuillaume estimait avec raison être suffisamment informé. Il avait procédé scientifiquement, interrogeant un certain nombre de policiers, fort troublés par l'enquête, et 61 détenus choisis par monsieur qui ne pouvaient avoir été poussés à porter plainte par leur avocat. En fait, ils n'avaient pas porté plainte du tout, ne concevant même pas probablement qu'une telle procédure fût possible. Les conclusions sont nettes. Des sévices de toutes sortes sont couramment pratiqués en Algérie sur la personne des suspects, et M. Vuillaume en dresse une liste qui va de la garde à vue prolongée, au-delà des 24 heures légales, jusqu'à des violences presque indescriptibles, en passant par ce qui est le traitement moyen, le plus couramment employé, le tuyau d'eau et l'électricité. Ces sévices, était-il précisé, sont des pratiques anciennes, antérieures de beaucoup à l'insurrection, et s'expliquent, au dire des policiers, par la résistance extraordinaire apportée par les suspects aux épreuves classiques de l'interrogatoire. Les tortures sont pratiquées par toutes les polices, par la gendarmerie, par la police judiciaire, par la PRG, police des renseignements généraux, en dépit de l'extrême exiguïté de ces locaux. Les magistrats, dans la pratique, sont complices, puisqu'ils ne font pas soumettre à un examen médical les détenus qui se présentent. Comme c'est souvent le cas,
et qui présentent des lésions visibles, plantent des pieds brûlés, bras disloqués, etc. Ces excès, note enfin M. Villaume, sont efficaces, puisqu'ils ont permis d'anéantir un certain nombre de maquis. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.